Dans cette longue vidéo, nous allons revenir sur l'utilisation du Firesteel avec diverses astuces pour augmenter sa durée de vie et son efficacité. Si vous n'avez jamais touché un Firesteel de votre vie, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo qui vous permettra de découvrir comment l'utiliser lors de vos débuts. Je souhaite également faire le point sur l'usage de l'écorce de bouleau, si réputée, mais parfois mal maîtrisée. Vous connaissez peut-être déjà probablement cet arbre, il s'agit d'un bouleau. On l'identifie très facilement grâce à son écorce blanche. Mais savez-vous réellement ce qui rend cette écorce blanche et intéressante ? Les bouleaux fabriquent beaucoup de bétuline qui va se stocker dans leur écorce. Cette molécule chimique va leur donner une couleur blanche, mais est également très inflammable. C'est pour cela qu'on va utiliser l'écorce de bouleau pour allumer un feu. On notera au passage que la bétuline rend également l'écorce de bouleau imperméable. Vous pouvez tremper une bonne écorce dans de l'eau, elle s'allumera quand même avec un petit peu de travail. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des considérations botaniques, mais sachez qu'il existe différentes espèces de bouleaux en France. On se réfère donc au genre Betula. Ces arbres se reconnaissent grâce à leur écorce qui est plutôt teintée de blanche, mais qui est surtout striée de lenticelles. Ce sont des traits horizontaux qui sont en réalité des pores permettant d'aérer les couches internes de l'écorce. On notera que les bouleaux indigènes en France sont toujours de couleur plus ou moins blanche ou grise. Le bouleau rouge désigne en réalité un arbre venu de Chine et par extension et par abus de langage, les merisiers. On a ici un arbre avec lequel certaines personnes confondent en réalité le bouleau et parfois on l'appelle abusivement le bouleau rouge alors qu'il ne fait pas du tout partie de la même famille. Il s'agit en fait d'un merisier. Alors la confusion peut venir du fait qu'il y a ces lenticelles assez prononcées, donc comme sur l'écorce de bouleau. Cependant, si vous regardez la teinte de l'écorce, elle n'est pas blanche, elle est plutôt brune, tirant, il est vrai, vers un espèce de rouge. Mais toujours est-il que cet arbre-là, ce n'est pas du bouleau, vous n'allez pas l'utiliser de la même façon. L'écorce du merisier est très difficile à retirer d'un arbre, même mort sur pied. Donc on peut se tourner éventuellement vers des tronçons qui sont tombés au sol et qui sont déjà bien dégradés. Voici la trace laissée par quelqu'un qui a voulu ramasser de l'écorce de bouleau sur un bois qui est encore vivant, sur un arbre qui possède des feuilles. Donc on voit que la personne est allée beaucoup trop profond. Elle a entaillé des tissus qui permettent à l'arbre de cicatriser, de se régénérer. Donc on a toute cette partie noire qui en fait constitue un endroit où l'arbre ne cicatrisera pas, où la trace restera, même si on voit que dans le prolongement ici par contre l'écorce a commencé à se régénérer. Donc c'est pour éviter de laisser ce genre de traces de passage humain derrière nous que je vous déconseille tout simplement de ramasser de l'écorce de bouleau sur un arbre vivant. Nous allons donc nous contenter de ramasser de l'écorce sur des arbres morts. Pour cela, il y a deux solutions. Soit vous trouvez des débris qui sont éparpillés sur le sol de la forêt, ce qui arrive souvent puisque les bouleaux ont une mauvaise résistance dès qu'ils sont un petit peu âgés, soit vous allez récolter sur un arbre mort sur pied. Le problème avec les arbres tombés au sol, c'est que l'écorce a tendance à se dégrader assez rapidement. Vous allez donc avoir une écorce de mauvaise qualité qui va se craqueler et qui sera difficilement utilisable au Firesteel. Avec un peu d'expérience, même l'écorce dégradée pourra être utilisée pour allumer un feu. Il vous suffira d'utiliser la flamme d'une allumette. On va distinguer deux parties sur cette écorce. La partie externe qui est blanche, que l'on va désigner sous le terme de suber ou écorce propre, et juste en dessous une espèce de bois que l'on va appeler le libère. Si ce libère est dégradé, humide, c'est que l'écorce est pourrie. Il faut absolument l'extraire pour pouvoir l'utiliser. La partie externe de l'écorce que nous souhaitons utiliser est probablement déjà dégradée. On voit qu'elle se craquelle facilement et de par la couleur du libère, on sait qu'elle est déjà attaquée par des champignons. Vous allez donc rechercher une écorce qui est souple et résistante et il faut que le libère soit de teinte homogène. Il ne faut pas qu'il soit taché comme sur les images. Cela signifie qu'il est déjà attaqué par des moisissures.
Cette écorce-là est donc en mauvais état. On peut éventuellement essayer de l'utiliser, mais rien n'est garanti. Il vaudra mieux se tourner vers une écorce beaucoup plus résistante, souple et mieux conservée. En prospectant dans la forêt, vous allez probablement rencontrer des arbres tombés au sol qui sont déjà attaqués par des moisissures. Vous voyez ici des taches blanches qui ressemblent à des chewing-gums. Cependant, on voit que l'écorce est plutôt lisse, qu'elle est dépourvue de craquelures ou de nœuds. On va donc sélectionner un endroit où l'écorce est relativement pure et on va essayer d'en détacher une lame de forme carrée. Pour ce faire, on commence à réaliser une incision relativement profonde le long du tronc. Attention à la trajectoire de votre lame. Vous voyez que je coupe toujours vers l'arrière et que je décale mon corps de sorte à ce que la lame ne se termine pas sa course à l'intérieur de ma jambe, tout bêtement. Il s'agit d'une compétence basique en bushcraft, de sécurité, de maniement du couteau. Vous remarquez que je me suis toujours décalé par rapport à la coupe. Cela me permet donc d'inciser profondément avec force sans me soucier de là où partira la lame du couteau. Puisque le bois est un petit peu pourri, on peut forcer la lame à l'intérieur du bois et on peut voir que l'écorce se décolle facilement. L'écorce ici est de bonne qualité puisqu'elle résiste à la traction et vous voyez que j'en détache un morceau tout à fait honorable. On a donc ici une écorce bien blanche, ce qui est intéressant. Elle est quasiment d'un seul tenant et on voit que le libère adopte une teinte beaucoup plus homogène. En milieu particulièrement humide, il peut être intéressant de récolter l'écorce de bouleau sur les arbres tombés, mais faites attention à la façon dont vous allez la récolter, encore une fois. Pensez toujours à la sécurité, notamment lorsque vous allez vouloir la décoller. Il peut arriver parfois que l'écorce soit très adhérente au niveau du tronc. Cela se produit lorsque l'arbre vient tout juste de tomber et que l'écorce est donc très fraîche. Vous voyez sur ces images que je force beaucoup sur le libère pour le décoller du bois de l'arbre. Vous allez probablement vous retrouver avec des morceaux de libère encore accrochés à l'intérieur de l'écorce. Essayez donc de les extraire et même si c'est totalement humide, comme vous pouvez le voir là, l'écorce sera toujours utilisable, surtout si vous l'avez sélectionnée de bonne qualité, c'est-à-dire bien blanche, résistante et souple. Pour maximiser les chances de récolter une bonne écorce, autant se tourner vers des arbres morts sur pied. Pour identifier un arbre mort sur pied, vous pouvez repérer la présence de champignons, les polypores du bouleau par exemple, qui indiquent que le bois est en voie de dégradation, ou alors des petits trous réalisés par différents types d'oiseaux comme des pics, les pics épêches et les pics verts par exemple. L'arbre étant encore sur pied, il est encore droit et n'accumulera donc pas autant d'humidité qu'un arbre qui est tombé au sol ou qui est penché. Un autre critère distinctif, c'est que l'arbre ne doit pas porter de branches vertes et on ne doit pas y trouver de feuilles. Cela indique que l'arbre est mort et que l'on peut donc prélever son écorce sans risque de l'endommager. Pour en terminer avec l'écorce de bouleau, rappelez-vous que l'écorce que vous allez récolter doit être la plus blanche possible, la plus lisse possible et prélevée sur un arbre mort. Faites attention à certains pièges, ce n'est pas parce qu'un arbre est tombé qu'il est forcément décédé. Sur certaines espèces, l'écorce externe du bouleau se détache véritablement comme du papier à cigarette. Cette finesse va être très intéressante lorsque l'on va vouloir créer un nid fibreux pour transformer une braise en flamme. Le fire steel, aussi appelé pierre à briquet, est un outil très intéressant en bushcraft pour la simple raison qu'il est très robuste et très endurant.
Grâce à un fire steel, vous pouvez allumer des centaines de feux si vous vous y prenez bien. Alors qu'une boîte d'allumettes ne contient qu'un nombre d'allumettes très réduit, elles peuvent prendre l'humidité. Un briquet contient une certaine quantité de carburant et peut casser. Donc ce fire steel, c'est une excellente solution puisqu'il va produire des étincelles très chaudes qui vont nous permettre d'enflammer certaines ressources naturelles. Les fire steel, il en existe de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Dans le commerce, vous allez probablement trouver des fire steel qui sont déjà équipés d'un manchon et d'une petite tige de ferrocérium. Ils sont accompagnés généralement d'un grattoir. Il faut juste vérifier que le grattoir soit bien acéré, sinon vous n'arriverez à rien avec. Donc ça, ce sont les fire steel les plus classiques. Certains éléments sont très longs, comme c'était le cas de celui-ci. Je l'avais acheté sur internet et la tige faisait à peu près cette taille-là. Donc je trouvais que c'était vraiment très intéressant pour créer des grosses étincelles. Néanmoins, vous voyez ce qui s'est passé, la tige s'est cassée. Et ça, c'est un problème, puisque normalement le fire steel peut nous aider à allumer des milliers de feux. Celui-ci en aura allumé, je dirais au grand mot, 100. On trouve également des fire steel qui vont sur les porte-clés. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant si on veut toujours avoir un petit moyen pour produire des étincelles sur nous. Vous voyez que la tige là est relativement réduite. Néanmoins, quand on l'utilise bien, on pourra la faire durer pour des centaines de feux sans problème. Vous allez pouvoir trouver également des fire steel qui sont d'un seul tenant. Il n'y a ici que la tige, donc que le fire steel à proprement parler. Vous remarquez que le fire steel est encore recouvert d'un enduit noir à certains endroits. C'est un enduit qui permet de le protéger contre la corrosion. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais surtout, vous remarquez que désormais, j'utilise le fire steel uniquement sur une extrémité. Ça me permet de lui faire gagner en durée de vie. Ça me permet aussi de créer de grosses étincelles, mine de rien, alors que je ne gratte qu'une toute petite portion de celle-ci. Et enfin, je vous montre l'état des fire steel lorsqu'on les utilise d'une mauvaise façon. Donc ça, c'est un fire steel que j'emmène avec moi lorsque j'anime des stages. C'est un fire steel que je confie aux stagiaires. Donc la technique habituelle pour gratter un fire steel, on vous dit de positionner le fire steel à 45 degrés au niveau du sol et ensuite le grattoir à 45 degrés également et de racler tout du long. Donc c'est une technique que je recommande pour les débutants parce qu'elle est très facile à maîtriser. Néanmoins, vous voyez à quoi ça aboutit. Le fire steel se retrouve très usé dans sa partie médiane et vous comprenez bien que si on continue de l'utiliser comme ça, ça va casser à cet endroit-là et on se retrouve donc avec un outil qui n'est pas inutilisable, mais disons qu'il est moins facilement maniable. Je vous présente ici celui que j'utilise le plus souvent. Donc il est composé de sa tige, du manchon et d'un grattoir qui a déjà bien été utilisé. Vous constaterez que j'ai essentiellement gratté au niveau de l'extrémité. Nous y reviendrons plus tard, mais c'est une façon d'économiser le fire steel et de faire en sorte qu'il ne casse pas. Vous pouvez également mettre la main sur des fire steel vraiment sommaires. Donc là, on a uniquement une tige, pas de manchon, pas de grattoir. Donc pour celui-là, il va falloir utiliser des techniques que nous allons voir dans la vidéo. Voici la méthode que j'utilise pour gratter un fire steel et allonger sa durée de vie. Je me concentre essentiellement sur l'extrémité de la tige. Je saisis le fire steel plutôt par la tige et non pas par le manchon et j'exerce un mouvement de retrait vers l'arrière. Le grattoir vient à l'extrémité de la tige donc et est soutenu par mes 2 pouces collés l'un à l'autre. De cette façon, j'ai beaucoup de force et je peux exercer une bonne friction sur la tige de ferrocérium. Lorsque le mouvement est acquis, vous dégagez de très grosses étincelles très chaudes dans une zone localisée et elles sont suffisamment puissantes pour tomber jusqu'au sol à partir de votre taille. Lorsque vous achetez un fire steel, il est recouvert d'un revêtement noir. C'est un revêtement qui le protège de la corrosion en fait, qui permet de conserver ses qualités de facteur d'étincelle. Donc pour ce fire steel là qui est livré sans manchon, sans grattoir, il va falloir se débrouiller et trouver un grattoir justement quelque part. Ce grattoir, vous pouvez l'improviser avec un morceau de silex par exemple, ou avec le dos de la lame de votre couteau
comme nous en discuterons tout à l'heure. Donc pour amorcer votre Fire Steel, pour le rendre utilisable, pensez à gratter le revêtement noir. Et comme ça, vous pourrez commencer à vous amuser avec. La technique pour réussir à gratter le Fire Steel avec le dos de la lame, en particulier si le dos est bien taillé à 90 degrés, c'est tout simplement de poser d'abord le dos du couteau à plat sur le Fire Steel, puis de très légèrement l'incliner vers la tige, vers l'extrémité, et vous avez la possibilité de tirer le Fire Steel plutôt que de bouger le couteau. Et de cette façon, vous êtes relativement sécure parce que le couteau ne bouge pas de votre main. Ce n'est que le Fire Steel qui travaille vers l'arrière. Donc vous éloignez en plus votre main du tranchant. Je vous déconseille en particulier de gratter le Fire Steel avec votre lame puisque vous allez abîmer votre couteau. Certaines personnes pourraient recommander de gratter le Fire Steel avec l'extrémité de la lame, donc avec la pointe. Le problème, c'est que si vous laissez balader votre pouce, vous avez toutes les chances de vous enfoncer la pointe dans le pouce. Et là, forcément, c'est l'accident. Donc le plus simple, j'utilise le Fire Steel et le couteau uniquement en tirage. Toujours en conservant un mouvement de tirage vers l'arrière, vous pouvez fonctionner de la même façon qu'avec un grattoir en positionnant les deux pouces l'un sur l'autre. Faites attention à conserver la lame de votre couteau quasiment verticale. Si vous l'inclinez trop, il n'y aura pas de grattage efficace. Vous savez que vous avez un bon mouvement lorsque vos étincelles sont puissantes, localisées et qu'elles peuvent toucher le sol également. Si jamais vous n'avez pas de grattoir, vous pouvez en improviser un avec un morceau de silex. Donc cette roche a une résistance qui est supérieure à celle du ferrocérium. C'est pourquoi il suffit de trouver un tranchant et vous allez pouvoir créer des étincelles. Si le tranchant n'est pas suffisant, n'hésitez pas à casser votre silex pour en créer un nouveau. Un dernier mot sur la technique de grattage qui est la plus répandue. Elle consiste à placer le Fire Steel au sol à un angle de 45 degrés et de placer également le grattoir à 45 degrés. Le grattoir doit voyager sur toute la longueur de la tige, ce qui crée en général une usure prématurée du milieu de celle-ci. C'est partant de ce constat que je cassais mes Fire Steel relativement régulièrement que j'ai préféré me tourner vers l'autre technique que je vous ai montrée, privilégiant ainsi l'usure de l'extrémité de la tige. Malgré tout, je considère que c'est la technique qui est la plus accessible aux débutants, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Pour vous entraîner avec votre Fire Steel, vous pourriez utiliser tout simplement du coton. Donc par exemple un tampon féminin ou alors un disque à démaquiller que vous séparez en deux. C'est une façon d'appréhender très simplement cet outil, mais aujourd'hui nous allons plutôt directement nous intéresser à des ressources naturelles, puisque ce que l'on recherche, c'est à créer de très grosses étincelles avec le Fire Steel. Sur l'écorce de bouleau, on a donc ces lenticelles qui sont des pores qui permettent à l'écorce de respirer et elles vont nous guider pour réaliser des petits copeaux. Donc avec le couteau, je vais venir racler l'écorce dans le sens des lenticelles. Si j'essayais d'aller comme ça, je rencontrerais une résistance à cause d'elle justement. Alors honnêtement, vous pouvez également gratter l'écorce de l'autre côté, ça ne m'a jamais posé problème. Bon, si l'intérieur est humide, par contre, il vaut peut-être mieux commencer par ce côté blanc. Donc je saisis le couteau par sa lame, ça va m'éviter de faire n'importe quoi. Si je reste comme ça, je ne vais pas être très précis et je risque de m'entailler les doigts. Donc je vais le saisir par la lame et travailler sur l'extrémité de la pointe.
Alors il y a des légendes dans le milieu du bushcraft et de la survie, je l'ai déjà entendu même de la bouche de certains instructeurs de survie, comme quoi il faut gratter absolument au niveau des lenticelles. Alors c'est totalement faux, puisque les lenticelles, je vous l'ai dit, ne sont que des pores qui permettent à l'écorce de respirer. La bétuline, la substance que l'on va enflammer grâce à notre fire steel, se trouve dans les endroits où c'est blanc, puisque la bétuline est blanche, c'est ça qui est responsable de la couleur de l'arbre. Lorsque j'ai un petit tas de copeaux, je peux gratter mon fire steel dessus. Il s'agira donc d'obtenir une petite flamme que je vais pouvoir transférer après soit à mon petit morceau d'écorce que l'on pourrait qualifier ici d'allumette, soit à un autre morceau d'écorce que j'aurai plié en accordéon, puisque lorsque l'écorce est enflammée, elle a tendance à se recroqueviller, à s'enrouler sur elle-même. En la pliant en accordéon de la sorte, je m'évite cette déconvenue, la flamme va rester relativement plus contrôlable. J'enflamme mon allumette d'écorce et vous voyez qu'elle s'enroule. Même si l'écorce principale s'éteint, j'ai toujours cette petite flamme là qui pourra m'être utile. Si j'ai mon accordéon, je peux commencer à l'embraser et ici, il ne va pas se recroqueviller sur lui-même. J'ai un meilleur contrôle de la combustion. Je peux donc transférer la flamme à mon foyer alors qu'avec cette petite écorce, ce petit brin là, je me serais déjà brûlé les doigts. Vous voyez qu'on a une flamme très puissante avec un dégagement de fumée noire qui caractérise donc la combustion de la bétuline. Donc on a l'impression de faire brûler quasiment de l'essence. Si vous n'avez qu'un fire steel, vous pouvez tout à fait utiliser son grattoir pour gratter l'écorce et réaliser des copeaux. Il faut juste que le grattoir soit suffisamment acéré. C'est une méthode qui est particulièrement utile avec les enfants puisqu'ils ne sont pas obligés de manipuler un outil coupant. Donc voici l'écorce de merisier pour voir ce que ça peut donner. Alors déjà la gratter avec le couteau pour réaliser des copeaux, c'est quasiment impossible. À gauche, j'utilise une écorce qui a été récoltée sur un tronçon pourri. À droite, vous me voyez utiliser un morceau d'écorce que j'ai eu de la peine à détacher du tronc. Donc vous voyez que la combustion de l'écorce de merisier est beaucoup moins puissante que celle de l'écorce de bouleau. Néanmoins, c'est effectivement quelque chose qu'on peut utiliser pour se dépanner. Il est très difficile de réaliser de la poudre avec de l'écorce de merisier. Par contre, dès que vous avez une flamme, ça peut être très intéressant. Donc faites juste attention à ne pas qualifier le merisier de bouleau rouge, comme j'ai pu l'entendre déjà par le passé. La construction du foyer doit encore être progressive avec une plateforme contenant les gabarits de bois les plus importants. Il faudra ensuite trier soigneusement tout le bois que j'aurai récolté. Nous allons obtenir une flamme grâce à l'écorce de bouleau. Il faudra donc prévoir également un fagot qui doit être composé de tout petits bois. Ce fagot doit être suffisamment important pour nécessiter de joindre les deux mains avant de pouvoir le déposer. Les petites brindilles vont dans mon fagot, le petit bois va dans l'autre fagot. Et ainsi de suite, de gabarit en gabarit, vers du bois de plus gros diamètre.
L'idée, c'est que je puisse saisir immédiatement, dès que j'ai une flamme, ce premier fagot, puis le déposer sur le foyer. Petit à petit, je vais rajouter du bois venant d'ici, puis lorsque les flammes seront suffisantes, celui-ci, celui-ci, et ainsi de suite. Dès que vous obtenez une flamme, pensez à ranger votre Firesteel dans une poche de pantalon par exemple, mais en tout cas toujours au même endroit où vous le rangez. Cela vous évitera de le perdre et vous permettra de le retrouver immédiatement si nécessaire. Pour l'allumage d'un véritable feu, vous l'aurez compris, il vaut mieux procéder à l'allumage de l'écorce de bouleau ailleurs que sur le foyer. Cela nécessiterait beaucoup de stabilité et pourrait vous faire dégrader votre empilement de bois. Donc vous commencez au sol ailleurs et ensuite vous transférez vos flammes sur le foyer, puis il s'agit de transférer le petit bois et les gabarits de bois supérieurs. Comme d'habitude, c'est à vous d'évaluer la quantité de bois dont vous aurez besoin, surtout si vous êtes tout seul et que vous ne voulez que faire bouillir de l'eau. De plus, il n'est pas nécessaire de sculpter à chaque fois un suspenseur de bouilloire, vous pouvez tout simplement la poser au beau milieu des flammes. Enfin, n'oubliez pas d'éteindre soigneusement votre feu et de nettoyer le terrain. En bushcraft, nous recherchons à ne laisser aucune trace. Habituellement, j'aime bien conserver mon grattoir et mon Firesteel attachés par une petite ficelle. Ça évite de perdre des parties qui sont parfois essentielles. Donc ce que je peux vous recommander, c'est d'investir dans un petit peu de fire cord ou alors survival cord ou ce genre de choses. Ce sont en fait des paracordes qui sont équipés d'un brin spécial qui permettent d'allumer le feu. Et désormais, si jamais vous êtes en galère pour trouver des initiateurs de feu, vous savez que vous avez toujours cette fire cord qui est sur votre Firesteel. Le Firesteel peut également être utilisé pour propager une braise dans les substances qui s'y prêtent, comme ici de l'amadou. Donc il s'agit de la trame qui est issue du champignon que l'on appelle l'amadouvier. Donc ici, on a une toute petite fumerole qui s'est formée, on a une braise. Donc on va conserver l'amadou, mais sachez que le Firesteel vous permet donc de créer une braise que vous allez ensuite transformer en flamme si vraiment vous ne trouvez pas d'initiateur de feu à proprement parler. Donc créer de tout petits copeaux avec le ferrocérium permet d'augmenter les chances d'allumer certaines substances qui sont parfois un petit peu plus difficiles ou du moins un peu plus exigeantes. Comme ici, j'ai des copeaux de bois gras. Le bois gras est une des ressources qui est peut-être la plus inflammable, ou du moins celle qui va durer le plus longtemps en offrant une flamme très vive, très chaude. Donc à partir de là, on peut fabriquer le feu dont on a réellement envie.
Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses intéressantes, que vous arriverez désormais à faire de grosses étincelles avec votre Firesteel et que vous le conserverez très longtemps. J'espère que l'écorce de bouleau n'a plus de secret pour vous, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site albancambe.com, à laisser un commentaire si vous n'avez que ça à faire. Et si ça ne t'a pas plu, tu mets un pouce rouge et tu te casses. Bonne journée, bon bushcraft à tous.